Il n'existe pas de moment idéal pour partir en quête de merveilles archéologiques. De nouvelles découvertes sont faites tout au long de l'année et surviennent aux quatre coins du monde. C'est une tâche ardue que de suivre toutes ces révélations. Mais nous pouvons vous la simplifier en les compilant dans des vidéos foisonnantes de trouvailles archéologiques extraordinaires telles que celle-ci. En Roumanie, dans la région de Dobruja, des archéologues ont excavé un tertre funéraire remontant à 2000 ans. Malgré les dommages causés par des siècles de labour intensif, les études géophysiques ont révélé un diamètre original allant jusqu'à 106 mètres. La sépulture centrale comportait à l'origine une fosse recouverte de planches de bois, où le défunt avait été incinéré dans une structure en bois. Des graines de noyer brûlées, des pommes de pin et des restes de plantes ont été découverts, tous étant courants dans les rites de crémation romains anciens. Le tertre avait été pillé, les voleurs de tombes ayant placé un crâne de loup sur des pierres pour sceller la fosse de pillage. Les experts pensent qu'il s'agissait probablement d'une tentative symbolique visant à empêcher l'esprit du défunt de chercher à se venger. Le pillage a été attribué à la tribu des Guithares. Une autre sépulture dans le tertre contenait un squelette dans une autre structure en bois, accompagné d'un nugatarium en verre et d'une pièce de bronze datant du règne d'Adrien, placée dans la bouche du défunt. Le placement de la pièce fait référence à l'ancienne coutume de l'obole de Charon, symbolisant le paiement pour le voyage de l'âme à travers le fleuve Styx et le fleuve des enfers. Ces découvertes offrent des perspectives précieuses sur les pratiques et croyances funéraires anciennes. Dans la province de Zhangqiu, située au nord-ouest de la Chine, le site archéologique de Jiaojia a livré une pléthore d'artefacts importants de la fin de la dynastie Shang, s'étalant entre 1600 et 1046 avant notre ère. Cette excavation a mis au jour un total de 9 sépultures de haut rang, éclairant ainsi la portée politique et géographique de cette civilisation antique. Le site, qui englobe 11 collines sur le plateau le plus bas, dévoile les vestiges considérables de constructions en pisé, des tombes aristocratiques, de petits cimetières et des preuves d'ateliers de fonderie de cuivre. Les biens funéraires retrouvés dans ces tombes sont d'une valeur exceptionnelle. Parmi les découvertes, notons des garnitures de chars et de chevaux en bronze, des ornements en bronze incrustés de turquoise, des os gravés de motifs animaliers également ornés de turquoise, des boucles d'oreilles en or, des pointes de flèches en cuivre, des haches et des lacs d'une facture délicate. La tombe contenant les garnitures équestres revêt une importance particulière car elle constitue la première sépulture de char et de cheval de la fin de la dynastie Shang découverte dans la région. Les trouvailles mettent en lumière la structure politique et l'étendue territoriale de la dynastie Shang dans cette région, notamment la présence d'objets en bronze, en jade, d'artefacts osseux, de lacs et de carapaces de tortues ressemblant à ceux trouvés dans l'ancienne cité de Yen, la capitale de la dynastie Shang, fournit des preuves convaincantes de liens commerciaux et culturels étroits entre les habitants du plateau de l'Os et ceux résidant à 560 km à l'est dans les plaines centrales, suggérant une relation plus intime que ceux qui étaient précédemment compris. À Londres, en Angleterre, les vestiges d'un mausolée romain exceptionnellement bien conservé, considéré comme le plus intact jamais découvert en Grande-Bretagne, ont été exhumés par une équipe du musée d'archéologie de Londres. La découverte a été faite à proximité du London Bridge, dans le quartier de Southwark, lors des fouilles pour un nouveau projet immobilier polyvalent. Les murs du mausolée avaient été démantelés au Moyen-Âge, mais les fondations et le revêtement intérieur du sol ont survécu. La structure était jadis imposante, avec de grandes contreforts d'angle qui soutenaient probablement un étage supplémentaire. Les marches d'entrée intactes demeurent également. Le mausolée ne contenait pas de restes humains, mais un sol en mosaïque romaine est entouré d'une plateforme surélevée où les corps auraient été initialement déposés. Les archéologues ont trouvé une seconde mosaïque sous la première, indiquant que le sol avait été surélevé et la mosaïque refaite à un moment donné. Les deux mosaïques partagent un motif floral central et des cercles concentriques. Il est supposé que le mausolée appartenait à des membres aisés de la société romaine, servant potentiellement de tombeau familial ou d'un club funéraire. Des artefacts découverts à proximité incluent des pièces de monnaie, des fragments de métal, des tessons de poterie et des tuiles de toiture, ainsi qu'une profusion de plus de 80 sépultures romaines aux alentours. Au cours des excavations pour le projet ferroviaire d'Ostlänken à Tistberga en Suède, des archéologues de l'Uppdrag Archéologie ont mis au jour une pierre phallique,
une trouvaille rare dans le contexte de l'âge viking en Suède. La pierre, mesurant environ 60 cm de hauteur, a été découverte au centre du monticule de pierre d'une sépulture, à proximité immédiate d'une stèle funéraire de forme ovoïde. Des symboles phalliques similaires ont été trouvés en Norvège, mais leur présence en Suède est inhabituelle. Dans la mythologie nordique, la symbolique phallique était associée à des divinités telles que Freyr et Heimdall, représentant la fertilité et les implications culturelles liées à la sexualité et au plaisir masculin. Vous pourrez aisément déduire ces connexions et implications vous-même. La pierre sculptée présente une base plate et s'incline à un angle de 60 degrés, tandis que son sommet comporte des lignes gravées constituant la représentation symbolique d'un phallus. Rebecca Johnson, une archéologue de l'Uppdrag Archaeology, a noté les caractéristiques distinctives de cette pierre et son sens manifeste, mais affirme n'en avoir jamais rencontré d'autres au cours de ses années de travail en Suède. Alors que les Romains antiques avaient coutume de porter des symboles phalliques autour du cou en guise de talisman porte-bonheur, les Vikings interprétaient et utilisaient manifestement ce symbole d'une manière différente. Cela démontre qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les Vikings, même en Scandinavie. Des scientifiques se préparent à extraire une épave cousue à la main, connue sous le nom de bateau de Zambratija, des eaux au large de la côte croate, pour des études plus approfondies. Le navire admirablement préservé, estimé à environ 3000 ans et datant des 12e au 10e siècles avant notre ère, est considéré comme le plus ancien bateau entièrement cousu à la main de la Méditerranée. Mesurant approximativement 11,90 m de long, dont 7 mètres parfaitement bien conservés, le bateau a été construit en utilisant des fibres souples pour coudre minutieusement des morceaux de bois ensemble, une technique employée avant l'avènement des attaches métalliques. Le bateau de Zambratija représente un rare exemple de la tradition ancestrale de construction navale de l'Istrie et de la Dalmatie, mettant en avant une architecture, des techniques d'assemblage et un système d'imperméabilisation distinctif. Suite à sa découverte en 2014, une équipe de plongeurs retirera des sections du bateau le 2 juillet 2023, permettant aux scientifiques de le reconstituer en 3 dimensions. Les fibres utilisées pour la couture et les techniques de façonnage du bois seront analysées, et le bateau subira un processus de restauration en France. L'objectif est d'exposer le navire intégralement restauré dans un musée dédié à Pula en Croatie, mettant en lumière le patrimoine maritime de l'Istrie. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Scientific Reports, au mois de juin 2023, une équipe de chercheurs incluant un professeur de l'Université commune de Virginie a mis au jour d'exceptionnels instruments en os d'oiseaux préhistoriques, datant de plus de 12 000 ans, sur le site d'Ain Malaha, dans le nord d'Israël. Cette flûte, connue sous le nom d'aérophone, appartenait aux Natoufiens, un groupe de chasseurs-cueilleurs qui habitait la région du Levant entre 13 000 et 9 700 avant notre ère. La recherche, dirigée par le professeur Tal Simmons de l'UCV, a identifié 1112 os provenant de 59 espèces d'oiseaux sur le site, apportant des éclaircissements sur les espèces présentes ainsi que sur la chronologie de l'occupation. Ces flûtes en os sont les premières de leur genre découvertes au Proche-Orient, certaines étant parfaitement intactes et capables de produire des sons évoquant les cris des oiseaux de proie. Les chercheurs suggèrent que ces aérophones pourraient avoir servi à des fins telles que la chasse, la communication ou même des pratiques spirituelles. Leur découverte apporte des perspectives précieuses sur le rôle de la musique dans la culture natoufienne et leur relation avec les oiseaux de proie. Les aérophones sont actuellement conservés dans les collections zoologiques de l'Université hébraïque de Jérusalem. Des archéologues ont réalisé une découverte phénoménale dans le nord-ouest de la Chine, mettant au jour une selle de cheval en cuir élaboré qui pourrait bien être la plus ancienne de son genre jamais trouvée. La selle a été découverte dans la sépulture d'une femme à Yangai, située dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, datant d'environ 2700 ans. La selle est supposée avoir été confectionnée entre 724 et 396 avant notre ère, utilisant 2 coussins en peau de vache garnis d'un mélange de paille, de poils de cerf et de chameau. Cette découverte suggère que l'histoire de la fabrication des selles pourrait avoir débuté plus tôt que ce que l'on pensait précédemment. Ce qui rend cette trouvaille encore plus intrigante, c'est qu'elle pourrait précéder les selles connues des Scythes, qui étaient des cavaliers nomades originaires des steppes de l'Eurasie occidentale et centrale. Alors que les selles scythes les plus anciennes connues sont supposées dater des 5e au 3e siècle avant notre ère, cette selle nouvellement trouvée pourrait avoir été conçue encore plus tôt.
Les tombes de Yangay, où la selle a été découverte, sont associées à la culture Subeishi, qui occupait la région du bassin de Turpan environ 3000 ans auparavant. La position de la selle dans la tombe, avec la femme apparemment assise dessus, suggère qu'elle était une cavalière. Cette découverte remet en question les récits traditionnels qui associent l'équitation aux guerriers mâles d'élite, apportant des preuves de la participation des femmes aux activités quotidiennes des pasteurs montés. Un charnier contenant les restes d'environ 450 individus, soupçonnés par leurs contemporains d'être des vampires, a été exhumé dans le village de Luzino en Pologne. Le site funéraire, découvert par des ouvriers routiers à proximité d'un cimetière du XIXe siècle, dévoile une sinistre coutume autrefois en vigueur dans la région pour empêcher les morts vivants de ressusciter. Chaque corps dans la fosse commune avait été décapité, le crâne placé entre les jambes et une pièce de monnaie insérée dans la bouche. L'archéologue Maciej Stromski explique que ces mesures étaient prises par les vivants en réaction aux croyances locales envers les vampires. La décapitation était considérée comme un moyen d'empêcher les défunts de revenir, tandis que la pièce de monnaie dans la bouche était censée annuler la malédiction vampirique. Bien que les spécificités de la malédiction supposée aient été perdues au fil du temps, des rituels supplémentaires tels que le placement de briques à proximité des corps étaient employés comme barrière spirituelle pour confiner les morts vivants dans leurs tombes. Si l'on pourrait être tenté de croire que de telles superstitions ont été éradiquées il y a des siècles, cette découverte offre une preuve convaincante que la croyance en les morts ambulants persistait dans certaines régions d'Europe jusqu'à aussi récemment qu'il y a 200 ans. Par ailleurs, en Europe, des archéologues en Islande de l'Est ont fait une découverte majeure sur le site archéologique de Stöd à Stöðvarfjörður. Ils ont trouvé une gravure sur grès représentant un navire viking, qui est potentiellement la plus ancienne illustration jamais trouvée en Islande. La pierre était incrustée dans le mur d'une cabane plus ancienne sur le site, présumée antérieure à la colonisation permanente de l'île. Des gravures de navires sont communes dans les pays nordiques, mais il s'agit du premier dessin d'un navire découvert en Islande et probablement la plus vieille représentation islandaise de quelque nature que ce soit. Les fouilles à Stöd ont débuté en 2015, se concentrant sur une longue maison de l'ère de colonisation. La longue maison sur le site est l'une des plus grandes trouvées en Islande, mesurant environ 31 mètres de longueur. Elle est également la longue maison la plus productive jamais découverte en Islande, révélant de nombreux objets tels que des perles, des objets en argent, et même des pièces romaines et moyen-orientales. La présence d'une longue maison encore plus ancienne sous la structure de l'ère de colonisation suggère un camp de chasse saisonnier, possiblement opéré par un chef norvégien qui organisait des expéditions en Islande pour des ressources précieuses. De plus amples investigations sur le site, réalisées à l'aide d'équipements topographiques, ont révélé des structures supplémentaires et des sites de sépulture de bateaux, élargissant l'importance de Stöd. Des archéologues de l'université d'Alicante en Espagne ont fait une découverte intrigante au Tossal de la Cala, une fortification romaine à Benidorm. Parmi les objets excavés, ils ont mis au jour une gravure sur roche vieille de 2000 ans, connue sous le nom d'insculptura, comportant 3 représentations artistiques, un visage humain, une corne d'abondance et un phallus. La sculpture, mesurant environ 56 cm sur 43, semble être incomplète, avec une section supérieure droite manquante. Bien que la finalité de cette gravure demeure indéchiffrable, elle aurait pu servir de graffiti ou revêtir une signification rituelle. L'inclusion d'un phallus suggère qu'il pourrait avoir servi à procurer une protection, car les Romains associaient le phallus à la puissance générative masculine et le croyaient porteur de sécurité et de bonne fortune. Les représentations phalliques étaient couramment employées dans le monde romain pour écarter le mal, ciblant notamment les jeunes garçons ou servant de talisman contre le mauvais œil. La présence d'une corne d'abondance dans la gravure indique la possibilité que le visage représente une divinité associée à la moisson, la prospérité ou l'abondance spirituelle, comme observé dans les bas-reliefs et les monnaies romaines. On ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles la gravure a été laissée inachevée. Une trouvaille remarquable de pièces lituaniennes du XVIIe siècle a été faite aux abords de Żaniówka en Pologne en mars de l'année 2023. Le trésor a été découvert par Michał Lotis, qui sondait un champ avec son détecteur de métaux à la recherche de pièces mécaniques agricoles perdues lorsqu'il est tombé sur quelques pièces de monnaie détachées et une cruche en céramique densément remplie d'autres pièces. Conformément à la législation polonaise,
l'Otis a immédiatement alerté le bureau provincial pour la protection des monuments à Lublin, car la détection de métaux non autorisés est illégale en Pologne. Des archéologues ont été envoyés sur les lieux et ont confirmé que le trésor avait été volontairement enterré dans une couche de sous-sol. Le butin comprenait environ 1000 pièces, principalement des couronnes et des shillings lituaniens, pour la plupart enfermés dans un vase traditionnel polonais appelé siwalk. L'ensemble de la cruche et de son contenu pesait environ 3 kg. Ces pièces ont été frappées à une époque où la Pologne et la Lituanie étaient unies au sein de la République des deux nations, un État commun doté d'une population multiethnique de plus de 12 millions d'habitants. Le trésor fait actuellement l'objet d'une excavation complète et sera ensuite analysé au département d'archéologie du musée du Podlachie méridional à Biała Podlaska. Le terme japonais haniwa signifie cercle d'argile et sert à désigner un genre particulier de statuettes cylindriques en terre cuite que les anciens habitants du Japon affectionnaient de créer entre les 3e et 6e siècles. Ces haniwa étaient principalement utilisés pour délimiter les frontières des sépultures réservées à l'élite de la société japonaise. En de rares occasions, ces statuettes étaient fabriquées en bois plutôt qu'en argile. En décembre de l'année 2022, la découverte d'un haniwa en bois d'une envergure impressionnante a été confirmée au sein du groupe de tumulus funéraires Mozu Farwichi, situé à l'ouest du pays. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Culminant à un peu plus de 3 mètres, il s'agit du plus grand haniwa en bois jamais découvert dans l'archipel. L'artefact a été mis au jour lors de l'excavation d'un ancien fossé entourant le tombeau Minegazuka Kofun, érigé au cours du 5e siècle. Il est fabriqué en koyamaki, une variété de pin japonais prisée par les personnalités influentes de l'époque, ce qui laisse supposer que le défunt occupait une position élevée dans la société, voire qu'il s'agissait d'un dirigeant, bien que son nom demeure malheureusement inconnu. L'épilation jouissait d'une grande popularité au sein de la civilisation romaine antique, comme l'a consigné le philosophe Sénèque au cours du 1er siècle de notre ère. Les Romains utilisaient des instruments similaires aux pincettes contemporaines pour maintenir leur corps dépourvu de pilosité. Une panoplie de 50 paires de ces anciennes pincettes, ainsi que d'autres outils d'hygiène corporelle, est actuellement exposée dans un musée à Wroxeter, fondé à l'époque de la Britannia romaine. Datant du 2e au 5e siècle de notre ère, ces pincettes constituaient une méthode d'épilation sûre, simple et économique, bien qu'inconfortable. Les raisons de cette pratique variaient au sein de l'Empire romain. Les femmes aspiraient à séduire, tandis que les hommes se concentraient sur des considérations esthétiques, notamment en matière de sport. Par exemple, les lutteurs romains et les athlètes pratiquant la lutte gréco-romaine étaient presque toujours dépourvus de pilosité corporelle. Wroxeter, autrefois la 4e plus grande agglomération de la Britannia romaine, a révélé une quantité considérable de ces pincettes lors de fouilles archéologiques, soulignant l'importance de la propreté et de l'élégance en tant que symbole de statut social dans la société romaine. L'exposition présente également des artefacts tels que des conduites d'eau, des ensembles cosmétiques, des flacons de parfum et d'autres objets significatifs offrant un aperçu du quotidien dans la Rome antique. Nous amorçons notre revue avec la nouvelle que des archéologues à Nördlingen en Bavière occidentale ont mis au jour une épée de l'âge du bronze particulièrement bien conservée, remontant à la fin du XIVe siècle avant notre ère durant l'âge du bronze moyen. La poignée octogonale en bronze de l'épée est dans un état de conservation exceptionnel, ayant préservé son éclat originel. Cette découverte est d'une rareté extraordinaire, ayant été localisée au sein d'un tertre funéraire intact, un contexte inhabituel pour cette époque. La plupart des tertres de cette période ont été soit pillés il y a longtemps, soit détruits au XIXe siècle en raison de l'expansion de l'agriculture ou de l'activité industrielle. L'épée a été retrouvée à côté des restes squelettiques d'un homme adulte, d'une femme adulte et d'un adolescent, bien que leur relation exacte demeure inconnue. La poignée octogonale a été créée par un procédé de coulée superposé complexe agrémenté de motifs géométriques finement gravés et incrustés. Les épées à poignée octogonale sont presque exclusivement trouvées en Allemagne du Sud et dans la région du nord de l'Allemagne et du sud du Danemark. La comparaison des techniques de coulée et de décoration suggère la présence de répliques d'originaux du sud de l'Allemagne ainsi que d'épées importées, potentiellement forgées par des forgerons migrants. Bien qu'il puisse s'agir d'une arme de guerre, elle est empreinte d'une beauté indéniable. Revenons à la thématique des découvertes archéologiques romaines.
Des archéologues dans la bourgade de Thérouanne en France ont mis à jour un antique quartier artisanal romain situé à proximité d'un canal. Ce site remarquablement préservé correspond à une zone d'artisanat florissante qui a existé il y a plus de 1700 ans pendant la période impériale initiale. Les fouilles ont révélé de nombreuses paires de chaussures en cuir, dotées de semelles cloutées, attestant de la présence d'un cordonnier dans les environs. De plus, des fragments de cuir découpés ont signalé l'existence d'un atelier de chaussures inachevé. Les raisons pour lesquelles cet atelier n'a jamais été terminé demeurent incertaines, car il semble que l'artisan disposait manifestement de suffisamment de chaussures à vendre. Le canal a également révélé la présence d'os bovins, suggérant l'existence d'une boucherie à proximité. Les archéologues ont en outre découvert une structure comportant des fours ainsi que 2 cylindres en verre bleu, indiquant la présence d'un atelier de verrier. Les ruines d'une autre voie de canal, ainsi que d'une autre structure de grande taille non identifiée, ont également été trouvées aux alentours. Cette découverte constitue la première mise à jour d'un canal antique dans la région du Nord-Pas-de-Calais. La préservation exceptionnelle de ce quartier artisanal fournit des indications précieuses sur les pratiques commerciales et artisanales romaines de l'époque. Une statue en marbre brisé du dieu grec, Pan, a été découverte au milieu des ruines d'une église chrétienne primitive à Istanbul. La sculpture représentant Pan, avec des cornes de chèvre et un torse nu en train de jouer d'une flûte de roseau, a été trouvée dans le remblai de l'église du VIe siècle de Saint-Polyeucte, l'une des plus grandes de Constantinople. Bien qu'il soit improbable qu'une église chrétienne ait conservé une statue d'une divinité païenne, l'emplacement est vraisemblablement le résultat d'une erreur moderne. Les ruines furent accidentellement mises au jour par des ouvriers construisant une route avoisinante dans les années 1960, et le remblai utilisé pour les recouvrir contenait probablement la statue intégrant ainsi l'artefact antique dans un contexte moderne. La statue est gravement endommagée peut-être à cause de ce processus avec seulement la tête, le torse et un bras demeurant. Néanmoins, sa signification en tant qu'œuvre d'art classique demeure évidente. Pan, le dieu des étendues sauvages et de la nature, était connu pour jouer des flûtes de Pan et est souvent représenté comme un faune mythique. L'importation de sculptures classiques vers Constantinople a décliné après le VIe siècle à mesure que la culture chrétienne prenait de l'ascendant. Nous nous dirigeons à présent vers la France, plus précisément en Normandie. La ville de Caen et le département du Calvados ont conjointement acquis le manifeste de Charlotte Corday, rédigé pour justifier son assassinat du leader jacobin Jean-Paul Marat. Le manuscrit, estimé à une valeur de 100 000 $, a dépassé les attentes lors de la vente aux enchères et s'est finalement vendu pour la somme de 292 000 $ frais et taxes inclus. Née en Normandie, Charlotte Corday était imprégnée des débats philosophiques des révolutionnaires français et s'est alignée sur les positions des Girondins modérés. Motivée par les massacres de septembre de 1792, elle pensait que l'élimination de Marat mettrait un terme à la violence révolutionnaire en France. Munie d'un couteau et de son manifeste de 3 pages adressé aux amis français de la loi et de la paix, elle se rendit à Paris. Le 13 juillet 1792, elle parvint à pénétrer dans les appartements de Marat, lui révéla les noms de prétendus conspirateurs et l'attaqua mortellement. Consciente des répercussions, Corday dissimula la lettre dans son corsage. Cette dernière fut découverte lors de son arrestation, mais ne fut pas présentée comme preuve lors de son procès. Elle fut exécutée 4 jours après Marat. Le manifeste réapparut lors d'une vente aux enchères en 1834 et a changé de propriétaire à plusieurs reprises. Soucieuse de prévenir son acquisition par un acheteur étranger, les autorités patrimoniales de Normandie, en concertation avec les instances départementales et municipales, ont réussi à sécuriser ce manuscrit en raison de son importance historique et de son lien avec le terroir de Corday. Dans la province de Jiangsu, à l'est de la Chine, des archéologues ont fait une découverte fascinante. Un objet de poterie unique en forme de porc, que l'on pense être un jouet pour enfants datant d'environ 6000 ans. Ce cochon de poterie a été découvert lors de fouilles sur le site néolithique des reliques de Mahan, dans la ville de Wuxi. Le site a livré un total de 26 tombes, dont 20 ont déjà été excavées, révélant divers objets tels que de la poterie en grès et des objets en jade. Les 6 tombes restantes ont été transférées dans un laboratoire pour des études plus approfondies. Le cochon de poterie récemment découvert à peu près de la taille du poing d'un enfant se distingue par son corps creux, comportant plusieurs trous et des perles de poterie à l'intérieur. Bien que des sculptures de poterie en forme de porc
aient été trouvés sur d'autres sites préhistoriques, la nature creuse de ce porc particulier est sans précédent. Les chercheurs émettent l'hypothèse que les porcs pourraient avoir été domestiqués dans la région il y a 6000 ans. Des recherches supplémentaires sont en cours pour déterminer si ce porc poreux peut être utilisé comme un sifflet. Le site des reliques a révélé plus de 260 objets, y compris de la poterie en pierre et des objets en jade couvrant plusieurs dynasties de l'histoire chinoise. Un phallus en pierre de 15 cm a été découvert au sein d'antiques ruines en Espagne et semble avoir servi à des fins violentes durant la guerre des Irmandiños. La relique a été localisée aux abords de la Torre de Meira, une tour démantelée en 1476 lors des soulèvements paysans contre la noblesse. Des archéologues de l'Arbor Archaeoloxia ont identifié ce phallus de pierre comme une pierre à aiguiser utilisée pour affûter des armes en raison du schéma d'usure distinct sur l'une de ses faces. On pourrait dire que ce phallus a enduré des épreuves ardues. Sa proximité avec la tour ravagée laisse envisager un rôle symbolique ou pratique pendant la guerre. L'artefact incarne l'association entre la violence, les armes et la masculinité, reflétant les croyances du Moyen-Âge et leur résonance persistante dans la culture contemporaine. La découverte a eu lieu près de l'estuaire de la Ria de Vigo, une zone riche en trouvailles archéologiques couvrant diverses périodes historiques. Bien que rares dans le contexte européen médiéval, des symboles phalliques ont été exhumés sur d'anciens sites romains où ils servaient à des fins variées, allant d'expressions péjoratives à des amulettes protectrices et des symboles de fertilité. De manière similaire, les sociétés celtiques vénéraient les symboles phalliques comme des représentations de virilité et de puissance générative. Plus de 2000 figurines votives intactes ont été découvertes au sanctuaire de Déméter et Perséphone à Kythnos, une île grecque au fil d'une période s'étalant sur 7 siècles. Les fidèles ont déposé ces figurines d'argile représentant femmes, enfants, acteurs, animaux et divers autres motifs accompagnés de centaines de lampes, de vases miniatures, de bijoux et de récipients confectionnés en marbre, albâtre, cuivre, argent, os et verre. Kynthos, l'une des plus anciennes colonies des îles Cyclades, était habitée du XIIe siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle. Le complexe du sanctuaire situé sur la partie septentrionale du plateau dominant l'océan a été érigé par étapes débutant au 7e siècle avant notre ère et demeurant actif jusqu'au 4e siècle. Parmi les découvertes, une stèle monumentale inscrite a été retrouvée probablement déplacée de son emplacement initial. L'inscription datant de la période hellénistique tardive porte le nom d'un magistrat vraisemblablement un fonctionnaire du sanctuaire. Les fouilles ont également révélé de la céramique de luxe importée, des lampes ornées et des fragments de vases rituels associés au culte de Déméter et Perséphone à Éleusis. La connexion entre le site de Kythnos et Éleusis, l'un des centres religieux les plus importants de la Grèce antique, demeure en partie incomprise. Aidant à lever le voile sur les mystères de l'Osaka antique, un remarquable masque en bois, datant du début du IIIe siècle, a fait son apparition au sein des ruines de Nishi-Iwata au Japon. Une véritable rareté, il s'agit seulement du 3e masque de ce genre jamais découvert dans le pays. Mis au jour lors d'une fouille préliminaire en vue de l'extension du monorail d'Osaka, l'exceptionnel état de conservation du masque est attribuable au terrain saturé d'eau dans lequel il s'était enfoncé il y a des siècles. Sculpté dans un seul bloc de cèdre, le masque présente des ouvertures pour les yeux et la bouche d'une grande finesse ainsi qu'une proéminence nasale marquée. Bien qu'il eût été beaucoup trop lourd pour être porté, on pense qu'il tenait un rôle cérémoniel lors de fêtes religieuses. L'éminent expert Kaoru Terasawa suggère qu'il symbolisait l'esprit divin d'une tête, une notion difficile à traduire du japonais, mais signifiant qu'il incarnait l'autorité de la royauté Yamato. À présent, cet artefact extraordinaire occupe une place de choix au musée préfectoral de la culture Yayoi à Izumi. Le masque a été exposé pour la première fois au début du mois de mai 2023, mais il n'est pas prévu qu'il y demeure longtemps. Des archéologues hongrois ont récemment fait une découverte sensationnelle. La tombe d'un médecin romain contenant une collection rare d'instruments chirurgicaux datant de presque 2 millénaires. Le site funéraire antique a été mis au jour près de la ville de Jesperani, à environ 80 km de Budapest. Les experts indiquent que la sépulture n'a pas été perturbée depuis plus de 2000 ans et contenait les restes d'un médecin romain âgé de 50 à 60 ans.
Les vestiges squelettiques du docteur furent découverts à côté de coffres en bois renfermant une collection exceptionnelle de ses instruments médicaux, y compris des scalpels en alliage de cuivre à lames interchangeables, des pinces, des aiguilles et un second ensemble de scalpels. Une meule fut également trouvée qui aurait pu servir à la préparation de médicaments ou à l'aiguisage des nombreuses lames du médecin. Cette collection remarquable n'est que le deuxième ensemble complet d'outils médicaux romains antiques jamais découvert, ce qui en dit long sur sa rareté et sa valeur. La découverte offre un aperçu précieux des pratiques médicales des anciens Romains, et il est supposé que cette collection particulière aurait pu être employée au service des légions romaines, ou pour soigner des individus éminents au sein de la population locale. Le mur d'Adrien est l'un des sites romains antiques les plus célèbres d'Angleterre. Non loin du mur d'Adrien et de Carlisle se trouvent les vestiges d'une ancienne termeuse romaine découverte par des archéologues en 2017, mais dont l'excavation complète n'a eu lieu qu'en 2022. La démarche s'est avérée complexe, une portion des thermes se situant sous le terrain du Carlisle Cricket Club. Outre la mise au jour de tuyaux en terre cuite d'un hypocauste, de tuiles peintes et de marmites, autant d'objets que l'on s'attendrait à trouver dans des thermes romains. L'équipe a également découvert de somptueux bijoux, dont bon nombre sont gravés de motifs raffinés. On suppose que ces bijoux se sont détachés de bagues ou de colliers portés par les Romains qui se baignaient ici lorsque l'eau chaude a ramolli la colle, les maintenant en place. Par la suite, ils ont été emportés par les canalisations lors du nettoyage des bassins. Des joyaux de cette sorte sont connus sous le nom d'intailles. Ceux retrouvés ici datent soit du IIe, soit du IIIe siècle. Au vu de la qualité de l'artisanat manifeste, il est évident que les personnes fréquentant ces thermes étaient fortunées, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles n'ont pas tenté de récupérer leurs bijoux perdus. En janvier 2023, des archéologues en Italie ont confirmé la découverte d'une statue en marbre, représentant une figure ressemblant à Hercule, mais qui pourrait ne pas être Hercule. La découverte a été faite sur la Via Appia Antica, la plus ancienne des voies s'éloignant de Rome. La figure représentée sur la statue porte une peau de lion sur la tête à la manière d'un couvre-chef et ses pattes sont nouées autour de son cou comme une écharpe. Bien que cette représentation soit en accord avec d'autres représentations romaines d'Hercule, les traits du visage de la statue ne correspondent pas à ceux d'autres statues romaines d'Hercule. Selon les dires d'un historien ayant examiné l'artefact, il s'agirait plutôt d'une statue d'un homme vêtu à la manière d'Hercule. La tombe de Priscilla, qui date de la fin du 1er siècle, est très proche de cette portion de la Via Appia Antica. Il pourrait exister une connexion entre la statue et le temple, bien que les experts n'en soient pas encore certains. Ils pensent néanmoins avoir une idée de l'identité de l'homme qu'elle représente. Le visage de cette statue présente une ressemblance avec ceux des statues de Trajan Désius, qui devint empereur en 249, mais perdit la vie à la bataille d'Aberdis 2 années plus tard. Le 25 mai de l'an 1938, des ouvriers démolissant un bâtiment de la rue Mouffetard à Paris sont tombés sur un précieux trésor de monnaie d'or remontant au règne de Louis XIV. Les pièces dissimulées dans un mur faisaient partie d'un trésor appartenant à Louis Nivelle, un secrétaire et conseiller royal. Le trésor comprenait 3210 louis d'or aux lunettes et au bandeau 258 double louis d'or bandeau et 427 demi-louis d'or au bandeau et aux lunettes frappées entre 1726 et 1756. Nivelle, qui menait une double vie, était connu pour être impliqué dans des pratiques mystiques et était associé au diacre janséniste François de Paris. Il est supposé qu'il avait dissimulé sa fortune dans les murs de l'appartement proche du cimetière de Saint-Médard, un lieu qui était apparemment utilisé pour des réunions secrètes où se déroulaient des actes mystérieux qualifiés de convulsions religieuses. Le trésor fut légalement déclaré et partagé entre les découvreurs, la ville de Paris et 84 héritiers certifiés d'Anne Nivelle fille de Louis Nivelle. Plusieurs ventes de ces monnaies ont été organisées et elles jouissent désormais d'une reconnaissance mondiale, suscitant l'intérêt de nombreux numismates. Le 21 janvier de l'an 2023, le prospecteur Łukasz Jabłoński a fait une trouvaille remarquable aux abords de Turobin, dans la Pologne orientale. Au cours de ses recherches portant sur des artefacts liés à la Première Guerre mondiale, il a mis au jour un trésor de bijoux de l'âge du bronze, probablement confectionné par la culture lusacienne entre 550 et 400 années avant notre ère. Cette découverte revêt une importance particulière car les artefacts lusaciens
sont extrêmement rares dans cette région de la Pologne. Le trésor se compose de 13 objets en bronze découverts entre 20 et 25 cm sous la surface du sol. Parmi eux, 2 fibules se distinguent, l'une mesurant 15 cm de long et 7 cm de diamètre à son extrémité en spirale, l'autre étant plus grande avec 16 cm de long et un diamètre plus réduit de 3 cm. Un torque élaboré à partir d'un unique fil de bronze témoigne d'une grande maîtrise en métallurgie. Le trésor comprend également 8 bracelets de dimensions et de motifs divers. Jabłoński a fait part de sa découverte au département de conservation à Zamość et a remis les objets se montrant ainsi un citoyen responsable. À l'heure actuelle, le trésor fait l'objet de préservation et d'études au musée de la Terre de Biłgoraj. Jusqu'à mi-année 2023, le site exact de la découverte demeure confidentiel afin de prévenir tout pillage, tandis que les fouilles archéologiques se poursuivent. La Vierge dorée d'Essen. Une sculpture représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus constitue une œuvre d'art d'une grande importance dans la collection du trésor de la cathédrale d'Essen en Allemagne. Réalisée aux alentours de l'année 980, il s'agit de la représentation de la Vierge la plus ancienne connue, ainsi que de la sculpture médiévale autonome la plus vieille au nord des Alpes. Sculptée autour d'un noyau de bois et revêtue de feuilles d'or extrêmement fines, on pense qu'elle a été façonnée soit à Cologne, soit à Hildesheim. La Vierge est dépeinte assise sur un tabouret, tenant dans ses bras une figure démesurément grande de l'enfant Jésus. La sculpture mesure une hauteur de 0,73 mètres et le socle présente une largeur de 0,26 mètres et demi. Sa surface est intégralement recouverte de feuilles d'or d'une épaisseur inférieure à 0,02 cm fixées par de minuscules vis dorées. La Vierge dorée a été objet de vénération et un symbole identitaire pour les habitants de la région de la Ruhr, ayant survécu à plusieurs événements historiques, y compris les 2 guerres mondiales, et ayant fait l'objet de multiples restaurations, elle continue à susciter admiration et émerveillement. Le rafraîchissoir à vin Jerningham constitue une œuvre d'orfèvrerie exceptionnelle du XVIIIe siècle, commandée entre 1734 et 1735 par Henry Jernegan, un orfèvre et banquier londonien. L'objectif était de créer le plus grand récipient à vin en argent jamais conçu. Dessiné par le sculpteur John Michael Rysbrack, ce rafraîchissoir présente des scènes bacchanales, des panthères accroupies et des poignées en forme de Saturne. Le renommé orfèvre Charles Candler, aidé par une équipe d'artisans, a mis 4 ans pour achever l'objet qui pesait approximativement 227 kg. Toutefois, lorsque la facture finale fut présentée, le client de Jernegan Littleton Points Menel refusa de payer. En conséquence, en 1737, Jernegan proposa le rafraîchissoir comme prix dans une loterie. Le gagnant, le major William Batin, vendit la pièce à la grande-duchesse Anna Léopoldovna de Russie en 1738. Depuis 1743, le rafraîchissoir est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. En 1884, une réplique électrotypée du rafraîchissoir, essentiellement réalisée en argent autour d'un noyau de cuivre, a été produite par Elkington & Company à Birmingham. Cette réplique se trouve désormais au musée Victoria et Albert à Londres, tandis que d'autres copies peuvent être admirées au Metropolitan Museum of Art à New York et dans l'argenterie régimentaire de la Reine en Angleterre. En l'année 2015, un prospecteur amateur d'artefacts métalliques a mis au jour un remarquable sceau en or et en jaspe aux abords d'Epwell, dans le comté de Banburyshire en Angleterre. Cette pièce minuscule d'une taille comparable à l'ongle du pouce a été classée comme un trésor et par la suite acquise pour le patrimoine public pour la somme de 25 000 livres sterling. Le sceau, un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie médiévale, arbore en son centre une gravure sur jaspe vert foncé représentant le profil sculpté d'une dame. L'or qui l'entoure est gravé d'une légende latine se traduisant par « sceau secret de Hen », vraisemblablement une abréviation du prénom Henri. On pense que l'objet a été façonné à Paris ou à Londres. À l'arrière du sceau, un anneau en or aurait été fixé à une chaîne pour être porté autour du cou ou attaché à une ceinture. Le sceau symbolise le statut social opulent et le pouvoir de son propriétaire initial, qui demeure hélas toujours inconnu. Le service des musées de l'Oxfordshire, détenteur actuel de la pièce, prévoit d'organiser une après-midi de conférences et d'activités pour célébrer son retour. Ultérieurement, le sceau sera exposé au musée de l'Oxfordshire à Woodstock.
La légende du trésor perdu de Montezuma, supposément évalué en milliards de la monnaie actuelle, a captivé les chasseurs de trésors durant des siècles. Cette histoire trouve son origine en l'année 1519, lorsque le conquistador espagnol Hernán Cortés accosta à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Montezuma II, le 9e empereur aztèque, accueillit initialement les Espagnols à bras ouverts, mais les tensions s'exacerbèrent rapidement. En mai de 1520, durant le festival de Toxcatl, les troupes espagnoles massacrèrent des centaines de nobles et guerriers aztèques désarmés. Les conquistadors capturèrent Montezuma et le détinrent en captivité, une erreur fatale qui entraîna la révolte aztèque. En juillet de 1520, les Espagnols tentèrent de s'échapper, jetant prétendument leur butin d'or, d'argent et de pierres précieuses dans les eaux environnantes du pont afin de se délester. Cet événement est connu sous le nom de la Noche Triste ou la Nuit Triste. Des théories suggèrent que les Aztèques récupérèrent ce trésor et l'enterrèrent en un lieu secret. Certains pensent qu'il fut transporté vers le nord en direction de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. En 1981, une barre d'or datant de l'époque de Montezuma fut découverte à Mexico, indiquant que le trésor pourrait encore se trouver au Mexique. En dépit du manque de preuves tangibles, la quête du trésor perdu de Montezuma perdure. Un anneau orné d'une grenat vieux de près de 2000 ans et provenant de la Rome antique, représentant l'image du premier empereur romain César Auguste, a récemment suscité l'émoi lorsqu'il fut vendu aux enchères en Angleterre. Initialement estimé entre 175 et 230 €, le bijou a dépassé toutes les attentes et a été adjugé pour l'étonnante somme de 135 000 €, soit presque 700 fois sa valeur estimée initiale. L'anneau arbore un intaille méticuleusement gravé utilisé jadis pour sceller des documents officiels. On pense que ce joyau fut acquis au cours d'un grand tour du 19e siècle en Italie, un pèlerinage culturel prisé par les élites de l'époque. Représentant César Auguste, le premier empereur de Rome, l'intaille en grenat, détient une valeur historique symbolisant une ère où l'Empire romain régna pendant plus d'un millénaire. L'exceptionnel savoir-faire artistique et la pertinence historique de cet artefact antique ont contribué à sa vente sensationnelle, captivant tant les collectionneurs que les passionnés. En 1981, Berto Morales, un ouvrier philippin, a littéralement trébuché sur un trésor inestimable, alors qu'il œuvrait sur un projet d'irrigation gouvernementale. Au cours de ses tâches quotidiennes, il a mis au jour plus d'une centaine d'artefacts en or datant du royaume de Butuan, une civilisation qui a prospéré entre les 10e et 13e siècles sur l'île de Mindanao. Actuellement exposés au musée Ayala, ainsi qu'à la Banque centrale des Philippines, ces objets incluant des bracelets, des vases, des colliers et d'autres ornements offrent une fenêtre sur une civilisation érudite, prospère et maritime, ayant existé plusieurs siècles avant la période coloniale espagnole. Cependant, cette découverte a également engendré des malheurs pour Morales. Sa famille fut kidnappée et il dut s'enfuir de l'île, en changeant d'identité, vendant éventuellement les artefacts qui se révélèrent plus problématiques qu'inestimables. Ces objets furent illégalement éparpillés entre divers intermédiaires et se retrouvèrent sur le marché noir, mais bon nombre d'entre eux atterrirent entre les mains de collectionneurs qui reconnurent leur valeur intrinsèque. De nos jours, ces artefacts incarnent non seulement le riche héritage culturel des Philippines, mais offrent également une voie prometteuse pour des études futures et la compréhension de cette civilisation ancestrale. Concernant les trésors dorés mentionnés dans cette vidéo, tournons notre attention vers la cuirasse de Xurésef, ainsi nommée, car elle a été découverte dans une sépulture de l'époque punique, proche de Xurésef, en Tunisie, en 1909. Bien qu'à première vue elle puisse paraître un objet purement ornemental, il s'agit en réalité d'une pièce d'armure, plus précisément d'un plastron. Les experts estiment que l'artefact est vieux d'environ 2300 ans et croient qu'il a été confectionné par les habitants italiotes pré-romains du sud de l'Italie. L'explication la plus plausible pour sa présence en Tunisie serait qu'il ait appartenu à un guerrier probablement de haut rang qui a été mené par Hannibal durant la deuxième guerre punique entre 211 et 203 avant Jésus-Christ. Il est à noter que tous les experts ou historiens ne s'accordent pas sur cette interprétation. Cette divergence d'opinion est en partie due au fait que la tombe où il a été découvert est typique de la Tunisie de cette époque, ce qui suggère que l'individu inhumé n'était pas un étranger. De plus, certains des autres artefacts trouvés dans la sépulture datent d'une époque antérieure à la première guerre punique, voire à la seconde.
Le seul consensus parmi les spécialistes à propos de la cuirasse de Xur-SF semble être sa beauté indéniable. En mars de 2022, Jenny Fitzgerald s'est portée volontaire pour prendre part à une opération de nettoyage des plages à proximité de son domicile à Norwich, dans le comté de Norfolk en Angleterre. Les bénévoles rassemblés avaient pour mission d'éliminer des débris, mais Jenny a vécu l'étonnement de toute une vie lorsqu'elle a découvert une malle emplie de pièces de monnaie et de bijoux enfouis dans le sable. Cette trouvaille remarquable a eu lieu dans une localisation située entre Happisburgh et Cart Gap. Bien que le coffre dégage une aura d'ancienneté son âge véritable, demeure un mystère. Le mécanisme de verrouillage du coffre arbore un emblème orné d'une couronne et des initiales VR, probablement en référence à Victoria Regina, ce qui suggère que le coffre pourrait être un vestige de l'ère victorienne du Royaume-Uni au XIXe siècle. Outre les pièces de monnaie et les gemmes précieuses, le coffre contenait également une montre à gousset et un flacon de parfum. Il reste incertain si Jenny sera autorisée à conserver cette découverte fortuite, car la législation britannique considère généralement des trouvailles de cette envergure comme propriété de la couronne. Même si elle doit le restituer, il est probable qu'elle reçoive une récompense généreuse pour sa découverte. Les historiens n'ont pas encore d'indices concernant l'identité du propriétaire du coffre, mais aspirent à en déterminer prochainement. Ce n'est pas toujours qu'un nom long et impressionnant confère de la valeur à un artefact, mais dans la plupart des cas, cela s'avère vrai. C'est assurément le cas du pectoral doré de Tofsta Mohyla. Ce trésor de l'ancienne City a été récupéré d'un tertre funéraire dans le sud de l'Ukraine en 1971 près de la ville de Pokrov, dont la traduction signifie « Mon Pat », un nom plutôt anodin pour un objet aussi imposant. Ce splendide pectoral a vraisemblablement appartenu à un chef scythe, mais il n'est peut-être pas d'origine scythe. Les historiens conjecturent qu'il est plus probable qu'il ait été forgé par des artisans grecs résidant à Pantikapaeum, au bord de la mer Noire, une région que nous connaissons actuellement sous le nom de Crimée. Cependant, un certain débat subsiste à ce sujet. Le style de la pièce est incontestablement grec, mais l'iconographie est distinctement scythe. Il est donc possible qu'il ait été fabriqué sur mesure pour un site qui reconnaissait la supériorité de l'artisanat grec par rapport à ce qu'il aurait pu trouver plus près de sa terre natale. Au lieu d'être réalisé à partir d'une seule pièce d'or, le pectoral a été créé en soudant des dizaines de pièces coulées individuellement. Un exploit remarquable pour quelqu'un ayant vécu il y a plus de 1000 ans. Le rhinocéros doré de Mapungubwe n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Il s'agit en effet d'une statuette représentant un rhinocéros, mais elle n'est point façonnée en or pur. En vérité, elle est élaborée en bois et recouverte d'une mince feuille d'or, dans une quête de lui conférer une valeur intrinsèque supérieure à celle qu'elle possède effectivement. On estime que cet artefact a environ 1000 ans, et il a été ainsi nommé car il a été découvert dans le parc national de Mapungubwe en 1932. Les archéologues à l'origine de cette trouvaille ont noté que l'objet semble appartenir à une sépulture royale de petite envergure. Si cette hypothèse est confirmée, une telle découverte jetterait une lumière controversée sur la région. Si le site où le rhinocéros a été trouvé était en fait une tombe royale, cela suggérerait l'existence d'un royaume ou fief autonome dans cette partie de l'Afrique du Sud durant le XIe siècle. Ce serait l'exemple le plus ancien connu d'une société hiérarchisée dans toute la région méridionale du continent africain, un fait qui contredit la narration européenne souvent répandue que l'Afrique du Sud était une terre inculte avant l'arrivée des colons hollandais au XVIe et XVIIe siècle. Toutefois, s'il y avait effectivement eu un fief dans la région, des preuves plus irréfutables devraient être enfouies quelque part. Peut-être qu'une fouille archéologique plus approfondie sur cette colline constituerait le point de départ adéquat. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, ainsi vous serez les premiers informés lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Nous vous remercions de votre écoute attentive.